quand on n'est pas prêt. Merci Ivry, merci à tous d'être là, merci de m'avoir invité. Bon, c'est vrai que quand tu m'as proposé cette intervention, j'étais un petit peu dubitatif parce que au départ tu me demandais de lire des ouvrages qui m'intéressaient. Et bon, d'abord je suis désolé, je ne suis pas acteur, quoi. Je ne vais pas lire des textes comme ça, essayons de les incarner. Et puis ensuite, moi ce qui m'intéresse dans un auteur, c'est pas tant telle ou telle phrase, tel ou tel mot d'auteur, mais c'est plutôt les démarches, sa démarche à lui. Voilà, c'est sa démarche à lui aussi, voilà, telle que je l'interprète. Parce que peut-être je vais commencer comme ça, il ne faut pas croire que je vais vous apporter la vérité sur les auteurs dont je vais parler, hein, je vais juste vous apporter des interprétations. Tout est interprétation. Alors, comment j'ai fait ce truc-là? Moi, je suis allé dans ma bibliothèque, j'ai pris les livres qui me tombaient sous la main. Certains, je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. Et puis, Esther, bon, tu ne m'écoutes pas, mais putain, tu aurais pu me rendre mon livre quand même, parce que je voulais le présenter. Et donc, voilà. Voilà, j'ai pris vraiment les livres que j'avais sous la main, pas forcément d'ailleurs les livres dont je voulais parler. Donc, pour commencer, j'en ai fait des diapositives. Et je vais en parler par ordre alphabétique. Alors, le premier, c'est un livre d'architecte. Je crois que c'est un des rares. Non, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-uns. C'est L'essai sur l'art de Boulay. Je trouve que c'est vraiment... J'avais lu ça, je crois, j'étais étudiant, c'est quand je préparais mon diplôme. Et c'est vrai que ce bouquin, il m'avait quand même sidéré, parce que le mec, c'est un type du XVIIIe siècle, et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Et d'ailleurs, j'allais parler beaucoup d'autres architectes de ma génération, comme Madec, Philippe Madec, Michel Bourdeau. Et c'est vrai qu'ils ont tous eu ce sentiment-là, d'une contemporanéité de Boulay. Et Boulay, c'est vrai qu'il est contemporain parce que d'abord, voilà, il dit, voilà, l'architecture, c'est pas l'art de bâtir. Voilà, c'est une citation. C'est pas l'art de bâtir, l'architecture. C'est l'art de concevoir. Et pourquoi? Parce qu'il faut concevoir pour effectuer. Il faut d'abord penser, il faut d'abord composer, il faut d'abord réfléchir, peut-être choisir des matériaux, et puis ensuite bâtir, créer. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à trop mettre, vous voyez, donc, disons, la réalisation avant la conception. Et je pense que lui, quelque part, 200 ans plus tôt, voilà, il remet les pendules à l'heure. L'architecture, c'est concevoir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, pourquoi il est contemporain? Parce que, voilà, dans son livre, il y a un mot qui apparaît constamment, c'est le mot sublime. Sublime, ça ne veut pas dire « ah, c'est génial, c'est beau », non, c'est pas ça. Le sublime, c'est toute une esthétique qui a été définie au XVIIIe siècle, notamment par un mec qui s'appelle, un philosophe anglais qui s'appelle Burke. Et justement, il oppose deux types d'esthétique. Vous voyez, le beau, c'est là, on voit. Enfin, c'est lui qui le dit, excusez-moi, mais on voit une jolie femme passer dans la rue, elle est belle, et il dit qu'il y a une autre forme de beauté qui est très très différente. Et c'est là, elle ne nous fait pas plaisir, mais au contraire, voilà, elle nous terrifie, elle nous fait peur. Par exemple, c'est ensuite un exemple qui va être repris quelques années plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, par le philosophe Emmanuel Kant. Quand on est, par exemple, face à un ciel étoilé, voilà, c'est pas beau, c'est pas ça, parce qu'on est complètement effaré, si vous voulez. C'est une beauté qui nous dépasse complètement. Et c'est en ce sens. Et c'est à travers cette souffrance-là, voilà, qu'on a un nouveau type de sentiment du beau. Et c'est justement donc le sentiment qui parcourt toutes les pages de l'essai sur l'art. C'est-à-dire, ce sont des bâtiments grands, immenses, écrasants, et qui nous montrent, qui nous font ressentir notre petitesse, et quelque part, qui nous font aussi ressentir notre grandeur, puisque tout petit, on a quand même été capable de les concevoir, de les penser. Voilà, ça c'est pour Boulay. C'est pour ça que je trouve que c'est un type important. Et c'est un type important parce que je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, des gens comme Jean Nouvel,
eh bien, ils font ce type d'architecture. Je ne sais pas si vous êtes allé au Louvre d'Abu Dhabi, hein, quand on rentre sous cette coupole, hein, c'est sûr qu'on est complètement sidéré. C'est pas, tu ne peux pas dire c'est beau, non. Hein, tu étais dehors, hein, sous une chaleur de plomb qui t'écrasait complètement, et tout d'un coup tu rentres là-dedans et tu vois des raies de lumière, hein, qui traversent donc, la coupole, et tu es plongé comme ça donc, dans une atmosphère. D'autant plus que les raies de lumière qui tombent dans l'eau, et puis se reflètent dans l'eau et remontent. Et c'est vrai que tu es complètement perdu, tu ne sais plus où tu es. Tu ressens une certaine souffrance, et en même temps, voilà, tu ressens, hein, ce nouveau type de beauté, hein, dont parlaient Burke et Boullée. Voilà, pour Boullée. Excusez-moi, il n'y aura pas trop d'enchaînement, parce que c'est un peu... Voilà, imaginez, dans ma bibliothèque, je cherche des livres. Oh, putain, celui-là, je l'ai prêté, je ne le trouve plus. Celui-là, où il est plein de poussière. Donc, je suis dans ma bibliothèque, j'ai pris des livres comme ça que j'ai pu trouver. Ça, c'est un autre auteur, totalement différent. Hein, c'est le philosophe Jacques Derrida. C'est pareil, je crois que je l'ai lu au même moment. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé, là aussi, chez lui, c'est cette fameuse... Oui, c'est vrai, c'est une phrase aussi. Cette fameuse phrase, vous voyez, quand il dit... et ça va contredire, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, mais ça va contredire un petit peu toute la présentation que j'ai faite. Mais c'est pas grave. Donc voilà, il a dit un truc, voilà, il a dit un truc, j'ai trouvé ça fou. Surtout, c'est pas ça quand on pense, c'est quand les gens, ils arrivent comme ça, tout est en ordre, et ils renversent la table. Le mec, il sourit, putain, il te renverse la table, tu sais plus où tu es. Quoi, tu vois. Là, par exemple, quand on parle, tu vois, quand tu présentes, tu as l'impression que, quand tu parles, tu as l'impression que, voilà, c'est le truc de Boileau, voilà, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, tu vois, donc, tu vois, il y a une préséance de la pensée sur, justement, le fait de l'exprimer. Et lui, il renverse tout. Parce qu'il te dit, voilà, hein, le signifiant précède, donc, oui, d'un souffle, le signifié. C'est-à-dire que le mot, voilà, la matière, la trace, eh bien, elle précède le sens. Le sens, il vient après. Au départ, il y a des jeux comme ça, de traces. Ces traces, elles tendent quelque part à signifier quelque chose. Enfin, en tout cas, elles mettent en crise la globalité du monde, parce qu'elles sont exogènes, voilà. C'est des systèmes comme ça qui sortent du monde, et donc c'est simplement des traces, et de là, voilà, parce qu'elles sortent du monde, elles finissent par le signifier, et de là naît le sens. Enfin, c'est une inversion, enfin, je vais revenir dessus plusieurs fois, mais oui, c'est une inversion, je trouve, assez fondamentale. Et quand on conçoit, vous voyez, bon, bien sûr, il y a Eisenman qui s'est beaucoup intéressé à Jacques Derrida, mais c'est vrai que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des systèmes comme ça de trames, des systèmes géométriques, et justement, il ne s'appuie pas du tout, hein, sur des sentiments, sur la maison de sa maman, c'est pas ça. Donc, il définit donc, des systèmes, et les systèmes, finalement, ils finissent par faire sens, et puis ils peuvent finir ensuite par désigner, vous voyez, un espace habitable. Voilà. Ça, je trouve que c'est le truc, un truc vraiment important, voilà, de bien réfléchir à ça. Quelque part, moi je sais, j'écris beaucoup maintenant, c'est vrai qu'en général les mots viennent comme ça, et après, ils viennent, enfin, ils sont écrits d'ailleurs, je ne sais pas parler, ils sont écrits, ils viennent comme ça, et après donc, bien, ça finit par faire sens. Voilà. C'est une façon de voir les choses qui est justement, quelque part, enfin, totalement anti-subjective, hein, et qui est très intéressante. De penser que, voilà, le sens, c'est pas quelque chose qui vient a priori et qui prend forme, mais c'est au contraire la trace, la forme, qui finalement finit, voilà, par faire sens. Voilà, je vais revenir là-dessus plusieurs fois dans plusieurs auteurs que je vais citer. Moi, je voulais aussi parler de Derrida pour autre chose, mais là, je m'en rappelle pas. Voilà, autre auteur, donc Deleuze, bon, bien sûr, l'image-mouvement, l'image-temps, Kafka, ouais, c'est vrai. J'aime bien aussi, j'aime bien ses livres parce que bon, c'est un type, c'est quand même aussi un laborieux parce qu'il a commencé sa carrière, voilà, en faisant
des livres sur les grands philosophes, dans des collections Que sais-je, sur Spinoza, par exemple. Hein, donc il a commencé comme ça, essayer de s'approprier la pensée des gens qui l'ont précédé. Et après, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'ouvrages comme ça qui sont dans les marges de la philosophie. Hein, bon, par exemple, Kafka, c'est vrai que il dit un truc là sur Kafka, je trouve vraiment mortel. Il décrit ça. Hein, c'est le fait que, dans le procès par exemple, et j'ai aussi beaucoup servi par la suite, c'est vrai, c'est que, voilà, il y a une chose qui est totalement délirante, c'est qu'à un moment donné, K, donc, il a rendez-vous dans un tribunal, et en fait l'adresse, c'est pas un tribunal, c'est une laverie. Et dans cette laverie, il y a des femmes qui lavent du linge, avec les mains totalement savonneuses, et il en voit une et il demande « Madame, est-ce que je suis bien ici, au tribunal ?» Et la dame ne lui répond pas, elle tend le bras, il y a un côté très sexuel dans la description, savonneux, et vers une porte, et il va vers la porte, il ouvre la porte, et là il bascule complètement donc, dans une salle comble, hein, et c'est la salle avec tous les gens, quand il arrive, l'applaudissent, et c'est la salle où il va être jugé. Je trouve ça super intéressant parce que voilà, c'est souvent comme ça. Là, quand on ouvre une porte, là, on est dans une ambiance, et quand on ouvre une porte, voilà, on bascule ensuite dans une autre ambiance. Et je pense que quand on est architecte, c'est vrai qu'on doit y réfléchir. On doit réfléchir à ça. Comment une porte, c'est pas simplement une porte qu'on achète, je ne sais pas quoi, dans un catalogue, c'est pas un vantau de je ne sais pas combien, sur je ne sais pas combien, non, c'est pas ça, c'est un passage, un basculement. Voilà. On est dans une certaine ambiance, et puis on bascule, voilà, dans une ambiance totalement différente. Ça, c'est le premier point sur Kafka. Ensuite, sur le cinéma, voilà, moi, en tant que critique, voilà, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la manière dont il s'est parlé des cinéastes. D'abord, c'est vrai qu'il a quand même une très très grande culture cinématographique, hein, même technique, puisque maintenant, sa fille est cinéaste depuis longtemps. Et donc, il a une grande connaissance. C'est pas, vous voyez, c'est pas les critiques. Bon, je n'ai pas critiqué les critiques, mais ce qu'il dit, je sais pas quoi, ça me plaît pas. Non, c'est pas ça. Il a vraiment une vraie connaissance technique du cinéma. Et puis, voilà, il dit des choses comme ça qu'un critique ne peut pas dire, un simple critique ne peut pas dire. Moi, je me rappelle, par exemple, sur Kubrick, il avait dit un truc, et c'est ça il a dit, voilà, Kubrick, c'est le cinéaste du cerveau. Voilà. C'est-à-dire que, dans les films de Kubrick, vous voyez, il n'y a aucune sentimentalité. Un mec meurt, il se prend une balle dans la tête, point barre, c'est du sang partout. Une femme fait l'amour, elle se fait enculer. Il n'y a pas de sentimentalité. Comme s'il était incapable d'avoir le moindre affect pour ces personnages. Et c'est ça qui est vraiment totalement fascinant chez lui, et qui font qu'effectivement, quoi qu'on puisse en dire, ça reste un des très grands réalisateurs mondiaux. Autre exemple, c'est sur Leibniz. Alors sur Leibniz, c'est vrai que bon, déjà, Leibniz, je voulais en parler, mais je n'ai pas retrouvé l'ouvrage. Je vais pas en parler. Donc, Leibniz, c'est un philosophe du XVIIe siècle, un contemporain de Descartes, pratiquement. Ils étaient plus ou moins en conflit l'un avec l'autre. Et ce type-là, c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça me paraît complètement futile aujourd'hui, cette idée-là, mais c'est le grand théoricien de la prédestination. Pour lui, tout est prédestiné. Et en plus, c'est un très grand mathématicien. Et justement, il a inventé le concept de causalité. Il a dit toute chose a sa raison. Donc tu m'as invité, bon, derrière ça il y a une raison, derrière la raison il y a une autre raison, et derrière cette raison il y a encore une autre raison, et tout ça, ça mène à une chose, hein, c'est Adam qui est au paradis, et qui pêche, et qui ouvre le monde. C'est ça le truc de Leibniz. Ça peut faire rire Leibniz, il n'a pas sorti de la philosophie de la théologie, mais il faut le voir vraiment comme un système, un dispositif, si vous voulez. Alors, tous les événements s'enchaînent d'une manière mathématique, et puis le monde dans lequel nous sommes, eh bien, il est comme ça, et il ne peut pas être autrement. D'ailleurs, il a une théorie
là aussi, qui vient se greffer là-dessus, qui s'appelle, excusez-moi, la compossibilité. Voilà, il dit par exemple, voilà, on peut imaginer donc un monde où Adam n'a pas péché, mais ce monde, il est incompossible avec le monde dans lequel nous vivons. Et donc on peut imaginer comme ça, si vous voulez, des tas de mondes parallèles, vous voyez, hein, donc, qui ne se fondent pas hein, sur les mêmes conditions de possibilités. Franchement, c'est vraiment un auteur, je trouve, totalement génial, Leibniz. Il y a une chose aussi, donc, chez lui, c'est la question de la monade. Ça, c'est aussi un truc, moi, qui m'a fasciné. C'est aussi, je l'ai lu peut-être en même temps que tous ces livres dont je parle. Hein, donc, c'est quand j'ai passé mon diplôme à l'UPC. Et donc, ce qui m'a... Et quand après, j'ai passé aussi mon diplôme de philosophie. Et vous voyez, c'est cette idée comme ça que, voilà, on n'est pas... Il n'y a pas de relation. Comme le monde, tout est prédestination, il n'y a pas vraiment de monde. On ne vit pas dans un monde commun. On vit chacun dans sa bulle. Il appelle ça la monade. Et en fait, notre histoire, eh bien, elle se trouve en nous. Et les connexions qu'on a les uns avec les autres, on les trouve chacun en nous. Voilà, pas à l'extérieur de nous. Voilà, vous comprenez, ça aussi, c'est un concept. Bon, il peut paraître bizarre, il peut paraître étrange, mais je trouve qu'il est extrêmement fort. Cette idée-là, vous voyez qu'on crée c'est des éléments finis, des bulles, des monades, et puis en elles, hein, donc elles ont une part d'infinité, une fraction d'infinité, mais la fraction d'infini, c'est toujours l'infini. Et donc, vous voyez, c'est des bulles, mais elles ont en elles l'infini. Et c'est vrai que quand on fait des projets, peut-être je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais vous voyez, on peut imaginer, voyez, hein, faire des bâtiments qui soient complètement finis, hein, donc avec des enveloppes très claires, et puis à l'intérieur, voilà, hein, s'ouvrent des mondes hein, complètement infinis. Et peut-être c'est aussi un des buts hein, de toute architecture. Hein, je vais revenir là-dessus avec d'autres auteurs tout à l'heure. Et puis une dernière chose aussi pour Leibniz, c'est vrai que, moi, je ne voulais pas parler de phrase, mais il a écrit une phrase, vraiment, putain, je la trouve fantastique, tu vois. Quand tu vois tous ces connards à la télé qui te disent, moi je fais de la course automobile, je vis ceci, je vis cela, moi je fais du sport. Et lui, il montre bien que finalement, le penseur, voilà, comme le sportif, eh bien, il se met en danger.